Suspension de la séance parlementaire sur demande de l'opposition qui protestait contre l'ordre du jour. Ce mardi, le projet de loi de réforme constitutionnelle sera présenté ce mercredi. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade ne siégera pas à l'Assemblée nationale qui prendra fonction le 14 septembre. Une décision qui a suscité assez de polémiques dans la presse sénégalaise. Enfin, en Tunisie, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment ce mardi au palais présidentiel suite au récent remaniement opéré par le Premier ministre Youssef Chahed. Nouveau journal sur Sika. Merci de nous rejoindre. Au Togo, le président de l'Assemblée nationale a approuvé hier la suspension de séance parlementaire sur la demande de l'opposition qui protestait contre l'ordre du jour qui n'abordait pas le projet de loi de réforme constitutionnelle. Le test sera présenté ce mercredi, première étape d'une longue procédure avant une éventuelle adoption par le Parlement. Il faut dire que les forces de l'ordre ont formé un cordon de sécurité pour empêcher tout rassemblement populaire aux abords de l'Assemblée nationale, comme l'avait demandé ce lundi l'opposition. La situation était calme ce mardi dans les rues de Lomé. Nous allons suivre un extrait des propos de Dama Dramani. Il est le président de l'Assemblée nationale togolaise. Notre session extraordinaire, par hasard, s'ouvre dans un contexte sociopolitique assez tendu. Et la preuve en est qu'au niveau de la plénière, la tension est également palpable. Mais fort curieusement, les événements ont poussé l'Assemblée nationale au devant de la scène. Notre institution est considérée aujourd'hui comme le dernier rempart d'où doit jaillir la solution d'apaisement. Les élus du peuple que nous sommes en sont conscients et nous n'allons pas déroger à notre mission régalienne ni à notre devoir patriotique afin d'apporter notre contribution citoyenne pour régler définitivement cette question d'intérêt supérieur de la nation togolaise. Et puis, suite à la suspension de la séance, le président du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale du Togo ainsi que le chef de file de l'opposition se sont exprimés. Suivant un extrait de leurs propos recueillis pour vous par Ferdinand Gadé, notre correspondant sur place. Vous savez, quand on met de la bonne volonté pour aboutir à un consensus, on le fait. Mais en toute chose, il faut toujours se concerter. Il n'y a pas un problème dont la nature puisse dépasser la volonté humaine de discuter et d'aller vers le compromis, vers le consensus. Quand il y a la volonté, on peut y arriver. Je pense que ce matin, cette volonté politique qui nous a conduit à pouvoir trouver ce compromis pour la suspension de la séance de ce jour. Parce que ici, vous avez les aspirations, mais vous avez également la légalité. La session extraordinaire de ce matin, c'est depuis le 18 août qu'elle a été programmée par la conférence des présidents, conformément à notre règlement intérieur et la Constitution. Donc, nous avons le souci de respecter la légalité, on a le souci également de prendre en compte la situation politique actuelle. Et c'est pour ça que la suspension de cette séance est intervenue suite à une concertation dans le bureau du président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents n'a pas un objet, c'est pas très politique, c'est orienté. Surtout demain, l'objet serait d'affecter le test, donc le projet de loi de révision constitutionnelle introduit, selon ce qu'on nous dit par le gouvernement, à la commission adéquate. Et je crois que dans le cas présent, c'est la commission des lois. Donc certainement demain, le test sera affecté à la commission des lois. Et puis après, la commission des lois va se réunir pour débattre.
Au Sénégal, l'ancien président Maître Abdoulaye Wade ne siégera pas à l'Assemblée nationale qui prendra fonction le 14 septembre. Une décision qui a suscité assez de polémiques dans la presse sénégalaise. Ce point est signé de notre correspondant sur place, Cher Berthe. Il est le plus ancien des 165 députés élus lors des législatives du 30 juillet dernier. Avec ses statuts, Abdoulaye Wade, 91 ans, était censé présider la session inaugurale symbolique de la nouvelle Assemblée nationale sénégalaise, selon le règlement intérieur de l'hémicycle. Un privilège qu'il faut désormais oublier, l'ex-chef de l'État a renoncé à son siège de député. Sa démission, en tout cas à mon niveau, a été une surprise. La situation politique au Sénégal laissait présager, ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce que quelques heures, que l'on voit Maître Abdoulaye Wade siéger en tant que député le plus âgé de l'Assemblée nationale et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale lui permettait justement de pouvoir demander à l'occasion de l'installation de la 13e législature la présence du député Khalifa Sall. Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de son parti, Abdoulaye Wade explique qu'il ne siégera pas à l'Assemblée nationale. L'ex-chef de l'État explique dans cette correspondance d'une page, publiée par la presse sénégalaise, que sa participation aux législatives était uniquement motivée par sa volonté de soutenir son parti. Lorsqu'il est revenu à Dakar, son message a été clair, c'est en réalité mener le combat contre le président Macky Sall et contre son régime. Je crois bien qu'il est toujours dans cette dynamique-là, parce que récemment, il a fait une déclaration pour dire que son prochain combat était le retour de Karim Wade au Sénégal. Et je crois bien que c'est un combat qu'il va engager. La présence de Wade aux côtés de son parti a permis à sa coalition d'arriver deuxième lors des législatives du 30 juillet dernier, avec 19 députés sur 165. Au total, 14 formations politiques siégeront à la nouvelle Assemblée nationale, dont l'ouverture sera aussi marquée par l'absence de Khalifa Sall, maire de Dakar en prison, lui aussi élu lors du scrutin. Les observateurs internationaux déployés au Kenya lors des dernières élections sont vilipendés de toutes parts depuis l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Accusés d'avoir trop rapidement donné leur bénédiction à une présidentielle entachée d'irrégularités, ils se défendent d'avoir avalisé l'ensemble du processus électoral et tentent, appuyés par certains analystes, de décrypter cette controverse. Accusés d'avoir trop rapidement donné leur bénédiction à une présidentielle entachée d'irrégularités, les observateurs électoraux internationaux déployés au Kenya se défendent d'avoir avalisé l'ensemble du processus électoral. Vilipendés de toutes parts depuis l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta, ils admettent une communication ambiguë de leur part tout en regrettant une simplification de leur message par les médias et par un public kényan très polarisé par une opposition combative. Selon des analystes, les appels à la paix des observateurs et leur tonalité beaucoup trop positive ont résonné pour l'opposition comme des appels à son candidat Raila Odinga de concéder la défaite. Le 10 août dernier, 2 jours après la présidentielle, les chefs des missions avec en tête d'affiche l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry représentant la Fondation Carter et l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki pour l'Union africaine ont salué la bonne tenue des opérations de vote et loué le travail de la commission électorale kenyane. Certains parmi ces observateurs ont relevé quelques irrégularités, d'autres se sont inquiétés du manque de transparence du système électronique ou condamné l'usage de fonds publics pendant la campagne. Je l'annonçais en titre, en Tunisie, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment mardi au palais présidentiel suite au récent remaniement opéré par son Premier ministre Youssef Chahed. Cette cérémonie de prestation de serment intervient au lendemain de l'obtention de la confiance du Parlement. Il s'agit d'un gouvernement qui se met en place à l'approche d'échéances électorales. Le nouveau gouvernement tunisien a prêté serment mardi au palais présidentiel devant le chef de l'État, Bédi Caïd Essebsi. Cette cérémonie de prestation de serment intervient au lendemain de l'obtention par cette nouvelle équipe de la confiance du Parlement. L'enjeu pour ce gouvernement sera de prouver sa capacité à rompre avec les désillusions et l'instabilité observées depuis la révolution de 2011. Lundi, devant le Parlement, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed avait qualifié sa nouvelle équipe de gouvernement de combat,
chargé de continuer à lutter pour la croissance, contre le terrorisme, la corruption, le chômage et les inégalités régionales. L'équipe gouvernementale qui se met en place compte des hommes réputés de confiance du président Béji Caïd Essebsi. Le nouveau ministre des Finances, Rida Chalgoum, ex-ministre du dictateur déchu Ben Ali, était conseiller du président Essebsi, tout comme le nouveau ministre de la Santé, Slim Chaker. Le ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, occupait ce même poste lorsque Béji Caïd Essebsi était Premier ministre en 2011. Alerte orange sur le bassin du Niger, le Bénin, le Niger et le Nigeria sont sous la menace de nouvelles inondations avec la crue du fleuve Niger. L'autorité du bassin du Niger a alerté ces pays pour qu'ils prennent des dispositions afin d'éviter la catastrophe pour leur population. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdelkarim Mahamadou. Les populations du Niger, du Bénin et du Nigeria riveraines du fleuve à nouveau sous des risques d'inondation. Le fleuve est en crue, atteignant ainsi la cote d'alerte qui est passée à l'orange. Les autorités du bassin du Niger, qui suivent l'évolution de la situation du fleuve au jour le jour, ont sonné l'alerte et sommé les pays membres de prendre des dispositions qui s'imposent. Le niveau de l'eau monte à une vitesse grand V et le risque est énorme. Depuis le 1er septembre 2017, donc, il y a eu une montée du niveau d'eau jusqu'à atteindre la cote d'alerte jaune à la station hydrométrique de Niamey. Cette alerte jaune a duré une semaine et depuis le 7 septembre 2017, nous sommes en alerte jaune, en alerte orange. Et pour nous, l'alerte orange signifie qu'il faut redoubler la sensibilisation, mais surtout qu'il faut préparer les sites d'accueil pour les éventuels sinistrés. Pour l'instant, les maisons riveraines à Niamey sont protégées par la digue de protection. Mais jusqu'à quand s'interrogent les autorités de l'autorité du bassin du Niger? C'est pourquoi les autorités du pays doivent sensibiliser les riverains pour ne pas se faire surprendre par les eaux dans la nuit. Certaines rizières sont déjà englouties par les eaux. Tout ce que nous avons effectué comme travail est réduit à néant. Nos champs et rizières ont été inondés. On ne sait plus à quel sens se vouer. On n'a rien à manger. Tous les maraîchers ont perdu leur culture. En 2012, le débordement du fleuve a fait plusieurs milliers de sinistrés et des centaines de maisons effondrées. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.